Vous êtes sur CCTV Français, bonjour à tous. Nous débutons dans la ville de Zhengzhou, dans le centre de la Chine, où la 14e réunion des premiers ministres des États membres de l'Organisation de coopération de Shanghai se déroule actuellement. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a accueilli les participants de l'organisation avant leur réunion officielle de ce jour. Les premiers ministres doivent discuter de coopération dans le commerce, les investissements, la finance, les transports et la culture. Une déclaration est attendue en matière de coopération économique régionale, ainsi qu'un rappel du soutien aux stratégies de développement régional, dont l'initiative proposée par la Chine de la ceinture économique, de la route de la soie, ainsi que la route de la soie maritime du XXIe siècle, appelée initiative de la ceinture et de la route. La 14e réunion des premiers ministres de l'Organisation de coopération de Shanghai s'est ouverte à Zhengzhou, la capitale de la province centrale du Henan. Le secrétaire général de l'OCS, Dmitry Mensedzev, donne son avis sur le développement de l'organisation. Cela a déjà fait 14 ans depuis l'établissement de l'OCS. Que pouvons-nous attendre de cette réunion de premiers ministres des nations membres de l'Organisation de coopération de Shanghai? Les thématiques de la réunion couvrent divers domaines, dont les échanges, l'économie, les transports, la finance, la sphère humanitaire et l'investissement. Dans tous les cas, les chefs de gouvernement mettent l'accent sur l'initiative proposée par le président Xi Jinping, ce qui constitue l'initiative de la ceinture et de la route. Nous allons présenter un rapport sur les résultats de nos engagements dans le commerce, la coopération économique par le passé, mais aussi l'engagement futur des États de la famille de Shanghai, et en prenant en compte les intérêts des États eux-mêmes, les programmes nationaux spécifiques de développement de ces États et économies. La déclaration conjointe des chefs de gouvernement accordera une attention spéciale aux projets d'infrastructures et multilatéraux en matière de transport, d'énergie, d'agriculture, de tourisme et de culture. Les coopérations sécuritaires et économiques sont souvent considérées comme les deux roues de l'Organisation de la coopération de Shanghai. Sur toile de fond de la pression économique et des menaces terroristes, quelles mesures spécifiques les dirigeants de l'organisation vont-ils prendre pour s'attaquer aux problèmes existants? La principale priorité de l'Organisation de la coopération de Shanghai est d'établir la stabilité et la sécurité dans la région. Mais à partir de 2004, les chefs d'État ont mentionné que le commerce et la coopération économique sont aussi des priorités de l'organisation. Nous pensons que maintenir les principes des économies en voie de développement et améliorer le bien-être des États membres de l'Organisation de coopération de Shanghai sont des facteurs primordiaux pour assurer la stabilité de la région. Nous allons continuer notre travail d'étendre le réseau antiterroriste. Nous avons rappelé de nombreuses fois que l'Organisation de la coopération de Shanghai n'est ni une union politico-militaire, ni une organisation militaire. Nous nous appuyons sur des mesures politiques et diplomatiques pour combattre les trois forces maléfiques, le séparatisme, l'extrémisme et le terrorisme. Comment considérez-vous le rôle de la Chine dans la promotion du développement de l'OCS et de la coopération économique régionale? La Chine joue un rôle important dans l'organisation, car le quartier général de l'OCS se trouve dans la capitale chinoise Beijing, également en raison de la profonde implication des ministres et membres du gouvernement chinois. Sans leur aide, la mise en place des mesures s'avérerait impossible. Les États membres ont beaucoup bénéficié de l'esprit de l'organisation de Shanghai, qui est un esprit d'intérêt mutuel, de confiance et d'ouverture, ainsi que de la politique de réforme et d'ouverture de la Chine. C'est cela qui fait l'OCS une organisation intégrée. La Russie et la Turquie continuent d'échanger des accusations relatives au commerce illégal de pétrole avec le groupe État islamique. Les accusations de Moscou visent les plus hautes sphères turques puisqu'elles concernent la famille du président turc Recep Tayyip Erdogan. Ankara a déclaré être en possession de preuves que la Russie a bénéficié d'échanges au marché noir. Les deux nations se sont engagées dans une joute verbale depuis que la Turquie a abattu un jet russe proche de la frontière entre la Turquie et la Syrie en novembre. Pour l'année 2015, on estime que le groupe État islamique a généré au moins 500 millions de dollars via l'exportation illégale de pétrole. Cela représente une production allant jusqu'à 50 000 barils par jour. La Russie affirme que la Turquie, en plus d'acheter au marché noir, facilite cette activité lucrative pour le groupe État islamique. Elle avance notamment ces images pour le prouver. Ces dernières montrent l'entrée de camions-citernes chargés de pétrole extrait dans les zones contrôlées par le groupe État islamique en Syrie et en Irak sur le territoire turc.
Le principal consommateur de ce pétrole volé à ses propriétaires légitimes que sont la Syrie et l'Irak n'est autre que la Turquie. Selon les informations disponibles, les plus hautes sphères du pouvoir en place, soit le président Erdogan et sa famille, sont impliqués dans cette activité criminelle. Le président turc a démenti ces accusations avec véhémence. Il a ajouté qu'il n'hésiterait pas à démissionner si leur véracité était prouvée. Personne n'a le droit de calomnier la Turquie en l'accusant d'acheter du pétrole auprès du groupe État islamique. Les valeurs de la Turquie l'empêchent d'acheter du pétrole auprès d'une organisation terroriste. Tandis que les États-Unis soutiennent Ankara en reconnaissant un manque de preuves tangibles, Moscou accuse Washington de se rendre complice de cette opération de dissimulation. L'Irak et l'Iran ont quant à eux émis des avis concordants avec les accusations russes. La Russie affirme que le pétrole sous contrôle du groupe État islamique en Irak est vendu dans la ville de Tzako, dans le Kurdistan irakien. De là, des intermédiaires turcs se chargeraient d'acheminer la marchandise jusqu'aux villes portuaires telles que Mersin dans le sud du pays. À partir d'ici, le pétrole peut potentiellement être envoyé partout dans le monde. Des camions transportant du pétrole kurde traversent la Turquie depuis 2014. Les Kurdes irakiens exportent du brut via la Turquie contre le gré de l'Irak qui décrit ce commerce comme illégal. Mais jusqu'aux déclarations russes, aucune connexion avec le groupe État islamique n'avait encore été établie. La Turquie riposte en accusant à son tour la Russie d'acheter du pétrole au groupe État islamique. Dans des environnements d'État faillis, de nombreux commanditaires apparaissent et ils sont de toute nationalité, ils profitent de la situation. Le professeur associé Yukleyen estime que les mêmes arguments peuvent être opposés à la Turquie et à la Russie. Une fois que ce pétrole est raffiné et transformé en une denrée facilement utilisable, il change de main très rapidement grâce à ses commissaires. Le mois dernier, une frappe américaine avait détruit 116 camions chargés de pétrole issus de zones contrôlées par le groupe État islamique. Selon l'IHS, une agence de renseignements internationaux, la campagne aérienne menée par les États-Unis a tari les finances du groupe terroriste au point que ses combattants ont vu leur salaire baisser. Pendant ce temps, la Turquie examine ses options afin de se soustraire à sa dépendance vis-à-vis du gaz naturel russe. Elle consulte actuellement le Qatar, l'Azerbaïdjan et le Turkménistan. En Égypte, les autorités ont communiqué les premiers résultats de l'enquête menée sur le crash aérien dans le Sinaï. Des gouvernements occidentaux ainsi que la Russie avaient quant à eux estimé que l'appareil avait certainement été détruit par une bombe. Mais le Caire affirme qu'à ce jour, aucune preuve ne confirme la thèse d'un acte terroriste. C'est le 31 octobre que l'A320 a été détruit. À son bord, des touristes russes qui rentraient chez eux après avoir quitté Sharm el-Sheikh. Les 224 passagers et membres d'équipage ont tous été tués. Dans la foulée, le groupe État islamique revendiquait l'opération. L'organisation terroriste combat actuellement les forces de sécurité égyptiennes dans le désert du Sinaï. Cependant, l'autorité égyptienne de l'aviation civile déclare que le comité international chargé de l'enquête n'a rien trouvé qui serait susceptible d'accréditer la thèse du terrorisme ou tout autre acte illégal. Pour certains observateurs, cela conforte la position du Caire. Je pense que le jugement des Britanniques et des Russes a été hâtif. Il se fie à des sources d'informations qui ne sont pas toujours crédibles. J'ai entièrement confiance dans tout ce qui est annoncé par le comité. Un comité qui n'est pas égyptien mais international et qui a été composé pour enquêter et annoncer ses résultats. Depuis 2 ans, l'Égypte combat l'insurrection islamiste au Sinaï, un combat qui a déjà fait plusieurs centaines de victimes chez les soldats et les policiers. Mais le président fait savoir que les forces de sécurité progressent. Il y a 2 ans, on dénombrait énormément de terroristes dont les activités se faisaient au grand jour. Rappelez-vous qu'ils avaient l'habitude de se déplacer librement et que les terroristes ont fait des ravages là-bas. Aujourd'hui, nous les en empêchons. La guerre contre le terrorisme n'est pas qu'une opération de sécurité, c'est aussi une guerre complète contre la pauvreté, l'ignorance et sur le fait d'être religieusement conscient. La nature même du conflit, la guérilla, a contraint l'armée à gérer une situation fastidieuse et longue. De nombreuses personnes l'ont d'ailleurs payé de leur vie. Le crash survenu au Sinaï a par ailleurs eu des conséquences sur la situation économique en affectant un secteur touristique déjà en grande difficulté. Les responsables égyptiens appellent à la patience dans la guerre contre le terrorisme. En dépit des dernières victimes, les experts disent qu'elles sont beaucoup moins nombreuses qu'il y a 2 ans. On note certes une amélioration, mais la tâche est encore longue. Et en passant plus tarder à aujourd'hui la Chine. Bonjour Elsa. Bonjour Yves. Eh bien que nous réserve cette deuxième partie d'émission.
Eh bien, nous allons commencer, figurez-vous, avec la seconde conférence sur l'Internet qui a lieu cette année en Chine. C'est la ville d'eau chinoise de Wuzhen, dans l'extrême est de la Chine, dans la province du Zhejiang, qui s'apprête à accueillir la conférence mondiale de l'Internet qui débutera mercredi. Le thème de la conférence, dont la première édition avait eu lieu l'an dernier, est un monde connecté, partagé et dirigé par tous, bâtir une communauté de cyberespace au destin commun. Plus de 2000 invités d'honneur y participeront, parmi lesquels 8 chefs d'État et une cinquantaine de responsables ministériels. Le gouvernement chinois a montré son attachement à cet événement. D'ailleurs, Xi Jinping, le président chinois, y prononcera un discours. Durant cette conférence, 10 forums seront organisés au cours desquels pas moins de 22 sujets principaux seront abordés. Parmi les thèmes retenus, on peut citer la communication culturelle sur Internet, l'innovation d'Internet, la coopération économique numérique et la gouvernance de l'Internet. Une exposition dédiée à Internet sera également organisée en marge de la conférence. Elle présentera les technologies de pointe ainsi que les dernières avancées du secteur. Comme nous l'avons dit, la conférence mondiale de l'Internet se déroule actuellement à Wuzhen. C'est une destination touristique pittoresque au bord d'un cours d'eau, pas très éloigné du siège du géant chinois de l'Internet, Alibaba. Avec l'aide d'Internet, Wuzhen s'est rapidement transformée en ville intelligente qui combine son histoire et ses traditions avec les technologies modernes. Il se prépare à accueillir d'une façon traditionnelle des invités venus du monde entier. Nous nettoyons notre magasin de fond en comble. Nous espérons laisser une bonne impression à nos visiteurs. Mais Wang n'est plus dans la tradition lorsqu'il s'agit d'exploiter le potentiel d'Internet. Comme ceux de la plupart de ses pairs, son magasin d'apparence traditionnel n'est qu'un point de vente. L'ensemble de la ville étant couverte par le Wi-Fi gratuit, quasiment tous les magasins sont également présents sur Internet pour essayer de cibler intelligemment les Chinois urbains qui cherchent à s'évader des grandes villes bruyantes et turbulentes. Avec ses milliers d'années d'histoire, la vieille ville de Wuzhen accueille une conférence internationale consacrée à l'industrie la plus neuve, l'Internet. Et la ville elle-même se développe rapidement avec l'aide de technologies de pointe. Si flotter sur un bateau peut paraître romantique, ici c'est faire du vélo qui est plus réaliste. Et la façon d'obtenir un vélo est assez malin. Vous n'avez besoin que d'un smartphone et de scanner un code QR. Puis vous pouvez louer le vélo qui sera gratuit la première heure. Puis ce sera 1 yuan par heure supplémentaire qui ne se paye pas en liquide mais via votre smartphone. Si jamais votre téléphone n'a plus de batterie, ce n'est pas un problème. Ici à Wuzhen, il y a plusieurs bureaux d'information intelligents où vous pouvez utiliser la technologie de chargement sans fil. Et pendant le temps du chargement, vous pouvez également utiliser cette machine pour connaître votre emplacement ou pour passer de courts appels téléphoniques. L'une des utilisations les plus intéressantes de cette machine selon certains, et probablement la moins intéressante selon moi, c'est de pouvoir prendre des selfies. Avec un scanner de code QR, la photo est instantanément téléchargée sur votre téléphone mobile. Mais la ville intelligente n'est pas seulement destinée à plaire aux jeunes touristes. Les technologies utilisées ont également pour fonction de répondre à l'un des problèmes les plus épineux en Chine, le vieillissement de la population. Les citoyens de la ville de Wuzhen, les plus âgés, sont pris en charge intelligemment. Nous donnons aux personnes âgées des instruments portables qui envoient des signaux à notre siège. C'est très utile pour les personnes âgées qui vivent seules. Par exemple, si un de vos utilisateurs ne bouge pas depuis un bon moment, le système va nous alerter sur le danger potentiel lié à la maladie de la personne. Avec un mélange de tradition et de modernité, la ville de Wuzhen continue d'explorer sa propre voie en répondant à l'appel du gouvernement pour construire des villes et des villages intelligents avec l'aide d'Internet. Wang nous dit que les technologies dont il profite aujourd'hui pourraient bien devenir le futur de la vie urbaine de tout un chacun en Chine. Économie à présent, la Chine et les Émirats arabes unis ont signé 10 documents lors d'une visite en Chine du prince héritier d'Abu Dhabi, le cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan.
Les documents couvrent une large gamme de domaines tels que l'énergie, l'infrastructure, le commerce et l'investissement. L'un d'entre eux accepte de mettre en place un programme d'échange de devises d'une valeur de 5,4 milliards de dollars. Il permettra aux deux parties de procéder à des paiements dans une devise pour un montant équivalent dans l'autre. Il y a aussi un mémorandum pour mettre en place un fonds commun d'investissement stratégique afin de poursuivre une gamme d'opportunités dans diverses catégories d'actifs comprenant des projets sur des terrains jamais bâtis. Deng Li, le directeur général du département Asie de l'Ouest et Afrique du Nord au ministère chinois des Affaires étrangères, est optimiste sur la mise en place de ce fonds. Le fonds d'investissement aura un capital de 10 milliards de dollars et sera financé à 50-50 par les deux parties. Le fonds investira en Chine, aux Émirats arabes unis et dans d'autres pays. C'est un nouveau geste conjoint qui vise le futur et un projet concret de coopération. On le surnomme l'œuf et c'est l'un des 3 monuments emblématiques de Beijing aux côtés du stade olympique ou nid d'oiseau et du nouveau siège de CCTV surnommé affectueusement le pantalon. Sa construction a nécessité 9 ans mais des doutes concernant son aspect et son emplacement demeurent encore maintenant. Le Centre national des arts du spectacle ou NCPA s'est imposé comme l'un des plus hauts lieux mondiaux pour les arts scéniques. Il célèbre en ce moment son 8e anniversaire. Situé à l'ouest de la place Tiananmen, le Centre national des arts du spectacle a alimenté une considérable controverse dès le début du projet. Les opposants ont exprimé leurs doutes concernant le fait que ce monument à l'aspect futuriste de l'architecte français Paul Entre-deux-Spectacles les plus courus au monde. Il attire des artistes et troupes de premier plan venant de Chine comme de l'étranger. Dans le même temps, le NCPA a également mis en scène 59 de ses propres productions, 18 d'entre elles entièrement nouvelles. Le NCPA a fêté son 8e anniversaire par un concert dirigé par le compositeur et chef d'orchestre chinois Tan Dun. La magie ne fait que commencer. Et je confirme, c'est une magnifique salle de spectacle. C'est ainsi que s'achève notre rubrique Aujourd'hui la Chine. Je vais repasser la parole à Yves qui va clore ce journal. Yves, c'est à vous. Bien, merci Elisa pour l'ensemble de ces éclaircissements. Et c'est donc la fin de cette édition. Merci de votre attention et à très bientôt sur CCTV Français.